Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'échanger aujourd'hui avec Michel Poulart au sujet de son ancienne dépendance affective et il me fait l'honneur de pouvoir témoigner de son expérience et comment son optimisme a pu l'aider à surmonter cette épreuve dans sa vie. Bonjour Michel. Bonjour Alia, merci de m'accueillir. Ouh là là, je suis nerveux dis donc, parce que c'est la première fois que je parle de ce sujet. Je suis ravie que ce soit avec moi et qu'on puisse se lancer dans cette aventure ensemble. Donc la dépendance affective, c'est quelque chose que tu as toi-même vécu. Oui, tout à fait, oui. J'avais toujours le sentiment d'avoir besoin de quelqu'un pour être complet, pour être heureux, pour vivre ma vie. Oui, ça c'est clairement quelque chose que j'ai vécu dans ma vie, oui. Et c'est quelque chose que tu as vécu pendant combien de temps? Tu as une... Combien de temps je sais pas, mais une grande majeure partie de ma vie. Si aujourd'hui j'en ai conscience, c'est peut-être ces 10 dernières années, donc faites le calcul. Ok, donc c'est plutôt une prise de conscience en fait, que tu as eu à un moment de te rendre compte que tu vivais dans une certaine situation, qui était déjà peut-être présente depuis un certain temps. Oui, c'était présent depuis un certain temps, mais c'est plus un ras-le-bol qu'une prise de conscience. En fait, c'est une prise de conscience qui a fait suite à un ras-le-bol, où je me suis dit, mais pourquoi ? Mais pourquoi ça foire tout le temps? Pourquoi je... C'est classique, il y en a qui vont se reconnaître. Pourquoi je tombe toujours sur le même genre de femme? C'est pas qu'un truc de femme, il y a beaucoup de femmes qui disent pourquoi je tombe toujours sur le même type d'homme. Mais c'est un problème d'homme aussi, pourquoi j'attire toujours ce même genre de femme. Alors, je fais pas une généralité, hein, n'ont pas tout été pareil, il y a des contextes différents, mais ce qui me concerne moi, c'est que j'ai démarré des relations, parfois trop rapidement, trop vite, parce que j'avais ce besoin intrinsèque de ne pas être seul. La peur de me retrouver seul fait que j'ai pris parfois de mauvaises décisions. Donc tu avais cette peur-là d'être abandonné peut-être aussi? C'est le mot non, pas abandonné. Pas abandonné, vraiment me retrouver seul. Te retrouver seul. Je suis quelqu'un qui peut très bien me sentir seul sans problème, mais vivre seul, non. J'ai toujours ce sentiment un peu, alors c'est plus pour la même raison, mais quand j'aime voyager avec quelqu'un, avec un ami, une amie, on le voit d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. Mais non, mais c'était un ras-le-bol qui m'a fait prendre conscience que cette peur de me ressentir seul fait que limite, c'est peut-être mal compris ça, mais que je prenais la première venue et que je baissais mes valeurs et mes standards et c'est bon, si elle m'aime, ça me va, viens, tu m'aimes, ça me suffit. Donc prêt à te sacrifier, prêt à te suradapter, prêt à dépasser tes limites pour vraiment combler ce besoin de pas être seul. Complètement. Et ce qui fait, comme tu le dis très justement, ce qui fait que dans mes relations, j'étais souvent quelqu'un qui était très investi, qui faisait beaucoup, qui faisait énormément, qui en faisait peut-être même un peu trop. Moi j'étais convaincu que je traitais ces femmes comme des princesses. C'était j'en étais convaincu. Pour moi, c'était ma princesse, donc pour moi, c'est jamais trop. Mais au final, avec le recul, je me suis rendu compte que ce trop, c'était justement pour la garder. Je dis pas que tout était faux dans ce que je ressentais, mais c'était quand même motivé par ce besoin de la plaire, de la satisfaire, de lui dire, tu vois, je prends soin de toi, me quitte pas parce qu'avec moi, tu as une valeur sûre. Et donc, on est loin de ce qu'on appelle l'amour inconditionnel avec moi. Et c'est vrai que quand on est dans la dépendance affective, c'est quelque chose qui ressort aussi beaucoup avec les patients que je peux accompagner à ce sujet-là, qui est qu'on va se rendre compte après coup, souvent c'est dans l'après-coup, qu'on a idéalisé notre partenaire. Et qu'en fait, on est souvent tombé amoureux ou amoureuse du potentiel que la personne a. Complètement d'accord. Tomber amoureux pour le potentiel de quelqu'un, c'est, je le dis la face cam, mais c'est la plus grande erreur qu'on puisse faire. C'est on ne tombe pas amoureux pour le potentiel de quelqu'un, c'est pas un bien immobilier quoi. Tu tombes pas amoureux non plus pour régler le problème des autres, et ça aussi c'est quelque chose que j'ai rencontré souvent dans ma carrière d'amoureux, c'est que j'étais souvent le thérapeute de ces dames qui avaient des problèmes, et moi, viens, je vais t'aider, je vais t'écouter, et tout était profondément sincère, mais à un moment donné, on n'était pas sur le même niveau de relation. J'étais le thérapeute du couple, et celui qui faisait le plus pour soigner l'autre, mais t'aimes pas les autres pour son potentiel, ni pour le soigner, ou parce que je t'aime, je vais t'aider. On n'aime pas quelqu'un, on peut aimer les autres pour les aider, mais on rentre pas en relation amoureuse parce qu'on va les aider. Et on n'est pas aussi, quand on aime quelqu'un, on n'est pas forcément aussi dans le désir de changer l'autre. Et souvent quand on est dans la dépendance affective, il y a comme une volonté d'aider l'autre, mais qui est pour que l'autre finalement corresponde potentiellement à nos attentes. Est-ce qu'on aimerait qu'il soit, est-ce qu'on aimerait pouvoir recevoir aussi? Est-ce que ça c'est quelque chose qui te parle? Ouais, c'est intéressant parce que j'avais jamais vu ça comme ça. Moi, je pense que profondément, mon intention, c'était vraiment de faire en sorte que la femme s'épanouisse telle qu'elle est. Je ne pense pas
avoir cherché à créer la relation amoureuse comme moi elle me convenait. Je pense que moi, ce qui me tenait à cœur, c'est d'aller chercher le potentiel chez cette femme et de faire en sorte qu'elle puisse s'épanouir telle qu'elle pouvait être. Voilà, il y avait aussi une forme de satisfaction. Oh, j'ai réussi à l'aider, c'est trop génial. Voilà. Dans ce rôle de sauveur, en fait. Hein. Oui, clairement. Ce rôle de sauveur. Clairement, ouais, clairement. Et ces schémas qui se sont répétés, c'est quelque chose que tu as vécu donc, dans chacune de tes relations. Qu'est-ce qui revenait pour toi dans chacune de tes relations? Alors, peut-être pas dans chacune. Parce que j'en ai eu plus que deux, hein. Peut-être pas dans chacune, mais bon, dans la majorité. Ouais, j'ai l'impression d'être chez le psy en train de me psychanalyser quand j'ai jamais parlé de ça avant. Voilà, c'est un sujet que je ne maîtrise pas du tout et je prends du risque. C'est spontané. Ouais, tu parles de spontané, ouais, bien sûr, mais c'était quoi ta question? Tu m'as parlé des schémas qui se répètent dans toutes tes relations, ou pas toutes, mais la majorité. Et qu'est-ce qui se répétait en fait? Qu'est-ce que tu as vécu? Ce ras-le-bol, il était lié à quoi? Qu'est-ce qui se répétait en permanence ou fréquemment qui a fait que tu es arrivé à un moment donné où la goutte a fait déborder le vase et tu ne pouvais plus? Ouais. C'est quand bien même j'ai peut-être cette attitude de sauveur, j'ai aussi cet espoir de rendre l'autre autonome. Et c'est qu'au bout d'un certain laps de temps, si je me rends compte qu'il n'y a que moi qui fait tourner le couple, qui fait que les concessions, qui ne fait que les efforts, je suis pas en train de me glorifier ou quoi que ce soit. Bien entendu, j'ai aussi mais j'ai aussi des erreurs. Je connais aussi mes parts d'ombre, mes zones d'ombre, mais je sais aussi ce que j'ai donné. Et c'est de ça dont il est question. Tout à fait. Donc, ce que j'ai donné, c'est ça, et qu'à un moment donné, tu vois, il y a quelque chose de logique dans cette pensée du sauveur, en tout cas dans la mienne, hein, c'est que tu veux pas rester dans une position de sauveur éternellement. C'est qu'à un moment donné, ton espoir, si tu aimes quelqu'un pour son potentiel, c'est d'arriver à ce potentiel, mais ce potentiel ne se réalise pas. Je commence, moi, à me dire, je sais rien de ta vie. Et le danger, c'est que comme j'ai aimé quelqu'un pour son potentiel, qu'elle n'atteint pas ce potentiel, mais moi, à un moment donné, je me dis, notre relation, moi, j'ai pas envie d'être ton sauveur toute ta vie. Et quand tu dis, je ne sers à rien, il y a un besoin de se sentir utile pour l'autre. Oui. Énormément. Oui. Dans cette condition de dépendance affective, en tout cas, moi, j'ai trouvé le besoin d'être utile. Oui. J'ai besoin d'être utile, j'ai besoin d'être senti aimé, j'ai besoin d'être senti vraiment aimé, avec ce regard d'amour. C'est un truc qui peut me faire fondre. Oui, j'ai ce besoin-là, oui. Et finalement, aussi, en te sentant utile, c'est un moyen pour que l'autre puisse le percevoir, comme quoi tu es utile dans sa vie. Oui. Et que du coup, il va te donner cet amour que tu attends en retour aussi. Oui, et c'est là où tu te rends compte que c'est pas l'amour inconditionnel. Ouais, c'est ça, il y a une condition. Après, on est d'accord que dans toute relation amoureuse, il y a certaines conditions. À partir du moment où on a des besoins et des limites, l'amour inconditionnel est quand même quelque chose d'assez dur à atteindre. Toi, t'en penses quoi de ça? De l'amour conditionnel et inconditionnel? C'est que ce sont des concepts et des préceptes bien sur le papier, que l'on peut intellectualiser, mais quand tu tombes amoureux, c'est pas la même tout chose. Ceci n'existe plus. Ça n'existe plus. Je veux dire, je vais parler maintenant en tant qu'homme, mais je pense que c'est pareil pour une femme. Quand tu tombes éperdument amoureux d'une femme, tu t'en fous de tout ce qui est intellectuel. Tu n'écoutes qu'une chose, c'est ton cœur. Tu vois, c'est tout ce que tu veux. Et t'as beau intellectualiser. Et le pire, le plus pervers là-dedans, c'est que tu peux parfois même avoir des drapeaux rouges qui s'agitent devant ton nez. Les fameux red flags. Ce qu'on appelle aujourd'hui les red flags, effectivement. Et des red flags, j'en ai plein. Mais je suis tellement amoureux. Voilà. Et est-ce que tu fais une distinction justement entre aujourd'hui, dans l'après-coup, dans les relations que tu as pu avoir, entre ce sentiment d'être amoureux et le sentiment d'amour? Est-ce que tu fais une distinction entre être amoureux et donner de l'amour? Oui. Ok. Oui, clairement. Quelle est ta définition à toi de l'amour? Donner l'amour, on peut en donner à tout le monde. Donner l'amour, on peut aimer ses amis, on peut aimer les autres, on peut aimer le genre humain. Dans le métro, quand je vois quelqu'un qui sourit, c'est une forme d'amour qu'on se transmet. Ça peut paraître... L'avantage de l'ancien grec, c'est que dans l'ancien grec, tu as 6 façons différentes d'exprimer l'amour. En français, tu n'as que le mot amour. Et je pense que ce simple regard dans un train ou dans un métro, échanger avec quelqu'un, homme ou femme, peu importe, mais un regard de sympathie, un regard où tu sens qu'il y a quelque chose, une belle énergie, un bonjour à 5 mètres de loin, hein,
pour moi, c'est une forme d'amour parce que tu respectes l'autre, parce que tu constates quelque chose. Et ensuite, il y a différentes gradations. Il y a de l'amour dans l'amitié. Il y a de l'amour dans l'amitié. Je veux dire, nous, il y a une forme d'amour, amour professionnel. Voilà. Donc, il y a différentes formes d'amour. Et alors là, je le lis avec le terme amoureux de la vie. Comme je suis aussi un amoureux de la vie, j'aime tout ce qui m'entoure, j'aime les gens, tout en ayant conscience que des gens peuvent parfois être des crapules aussi. Et justement, cette capacité que tu as, tu dis que tu es un amoureux de la vie, est-ce que tu le lis intrinsèquement à la capacité que tu as vis-à-vis de l'optimisme? Le fait d'aimer, ça te met en joie potentiellement? Absolument, absolument. L'optimisme est une expression de l'amour. Tu ne peux pas être optimiste et détester le monde entier. C'est une démarche antinomique. Tu ne peux pas être optimiste et ne pas aimer les autres. Tu ne peux pas être optimiste et ne pas aimer une idée. Tu ne peux pas être optimiste et ne pas aimer l'enthousiasme chez l'autre. Donc l'optimisme est intrinsèquement lié à ça. Ça, c'est ma conviction. Et tu me disais, tu m'as partagé en coulisses, c'est ce que je souhaite amener aujourd'hui. Aïe, les coulisses, ça y est. On a les coulisses là maintenant, ça y est. À quel point finalement l'optimisme, ça avait été pour toi une ressource pour t'aider à sortir, à te libérer de la dépendance affective? Oui. Parce que l'optimisme génère aussi une forme de confiance en soi. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est quand il y a une rupture, c'est d'accepter et d'accueillir la douleur. Bien que certaines ruptures sont des soulagements. Ça peut être des douleurs comme ça peut être des soulagements. Les soulagements, c'est quand une relation a été très énergivore, très vampirique. On en a parlé en coulisses aussi. Hein. Tu t'es fait vampiriser, tu m'as dit c'était exactement ça. C'est ça. Donc ça peut être un soulagement, mais quoi qu'il en soit, ça demande de l'énergie. Mais l'optimisme intervient dans cette phase où tu acceptes la douleur, tu acceptes la souffrance, tu acceptes le deuil de cette relation. Tu acceptes aussi d'être dans un trou, d'être dans le mou, d'être dans le manque, d'être... Oui, il y a vraiment cette première phase où on est d'accord qu'on accepte le mal, la souffrance, la douleur, et qu'on est OK avec ça, le fait qu'on est vraiment au creux de la vague, et qu'on a l'impression que c'est le bout du monde, et on n'essaie pas tout de suite de transformer dans l'immédiateté pour pouvoir avancer. En fait, il y a une erreur fondamentale qui circule, et ça fait partie de mon métier, c'est pour ça que c'est la beauté de mon métier, c'est qu'il y a énormément de malentendus sur l'optimisme. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'optimisme, c'est avoir une réaction immédiate sur n'importe quel événement, mais rien n'est plus faux. Être optimiste, c'est aussi accueillir ses émotions. Être optimiste, c'est aussi accepter qu'on peut être triste, qu'on peut être blessé, qu'on peut être vexé, qu'on peut avoir de la douleur. Il faut l'accepter. Et aussi accepter qu'on a besoin de temps pour guérir émotionnellement. Donc être optimiste, je le dis régulièrement, c'est pas une incantation magique, ce n'est pas non plus un bouclier d'immunité contre les douleurs de la vie. C'est pas une baguette magique, mais ce serait plutôt un accélérateur. Ou une ressource, un soutien, un pilier. C'est une ressource qui peut devenir un accélérateur, c'est une ressource dans laquelle tu vas puiser pour te relever. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te dis ok c'est bon, ça fait 3 mois que je chiale, je ne peux pas rester pendant 6 mois à chialer. Être optimiste, c'est te dire, ok, maintenant, la situation est la suivante. Quelles sont mes ressources dans lesquelles j'ai, ou que j'ai envie d'aller puiser pour maintenant me redresser, me relever. Qu'est-ce que j'ai appris de ces relations? Et c'est ce que l'optimisme génère. Ce genre de questions qui apportent des réponses positives et favorables, en tout cas, qui vont te pousser à sortir ou à t'améliorer ou à te remettre en question ou pas. Hein. Je veux dire, parfois il y a des moments où c'est pas ta faute. Il faut aussi pouvoir le voir. Mais l'optimisme, clairement, permet de sortir de la dépendance affective. Et justement, est-ce que tu as une situation concrète d'une relation que tu aurais envie de partager, peut-être sur ce sentiment d'avoir été vampirisé ou comme tu dis d'avoir pleuré pendant 3 mois et que tu t'es appuyé sur ton optimisme, sur cette capacité que tu as développée avec les années pour t'aider à remonter la pente? Est-ce qu'il y a une situation, une relation, quelque chose, à un moment donné où tu étais au fond du gouffre et grâce à ça, tu as pu transformer les événements pour toi? J'en ai pas une, j'ai envie de dire toutes. Toutes. Est-ce qu'il y en a une plus forte peut-être que les autres que tu as envie de partager? Toutes, parce que toutes les ruptures, même si j'ai dit que tout à l'heure ça pouvait être un soulagement, ça reste que c'est difficile, même quand c'est un soulagement. Une en particulier, oui. Livre-nous du croustillant. Là, je fais plein de révélations. J'ai pas l'habitude de parler de moi sur ce tableau-là. Bravo à toi. Merci parce que là, je me mets en danger. Donc, si ma communauté me regarde, voilà, vous apprenez de nouveaux trucs sur moi. Voilà, je l'assume complètement. J'ai dit à Alia que j'assumais tout et qu'on pouvait en parler. Donc, j'ai saisi l'occasion. Voilà, grand bien lui fasse. Ma toute première relation. Ma toute première relation a été pour moi la plus marquante. Tu as quel âge, toute première relation? J'ai 20 ans. 20 ans, ok.
T'en es où dans ta vie à ce moment-là? T'en es où dans ta vie à ce moment-là? C'est-à-dire quoi? T'en es où? Cette rencontre, comment elle se passe? Cette rencontre, comment elle se passe? Elle se passe au sein d'une communauté. Je fais partie d'une communauté religieuse, je suis en train de dire plein de trucs que j'ai jamais dit de ma vie, hein, donc pourvu que cette vidéo ne passe pas trop loin non plus, j'assume tout ce que je dis. Je vis à cette époque dans une communauté religieuse, et bon, comme dans beaucoup de communautés, eh bien, tu rencontres une femme, et donc cette femme, je la rencontre, je pense tomber amoureux d'elle. Je dis bien je pense, parce qu'avec le recul, je pense que c'était plutôt de l'affection et de la sympathie que j'avais pour elle, mais comme j'avais ce besoin de dépendance, j'ai vite mis ça, j'ai mis de relayer ça dans je suis amoureux, parce que ça m'arrangeait d'être amoureux. J'avais tellement peur de me retrouver seul que je préférais être avec quelqu'un que personne. Okay. Et donc c'est une première relation où je savais dès le départ que c'était un très mauvais départ. Tu le sentais? Ah ben j'en étais sûr. J'en étais sûr. C'était plus que sentir. C'est-à-dire qu'on n'était pas mariés, qu'on n'arrêtait pas de se disputer. Et moi qui déteste ça, je savais que c'était quelque chose qui ne m'allait pas du tout. Ensuite, tu as un autre facteur, tu as le facteur pression sociale de cette communauté religieuse où tu t'es engagé, tu vas au bout de ton engagement, tu as tes valeurs, si tu promets, tu vas au bout de ta promesse. Et puis, en plus, tu as la religion qui vient par-dessus, c'est si tu as promis d'épouser cette femme, tu y vas jusqu'au bout. Et c'est dans cette atmosphère-là que j'ai vécu. Et donc, je suis allé jusqu'au bout et je me souviens que le jour de notre mariage, et la veille de notre mariage, nous nous étions disputés à claquer des portes, à sortir dans la rue, à se crier dessus, enfin des trucs qui pour moi sont impensables. Donc je vivais déjà le cauchemar avant d'être marié, mais par loyauté face à ma religion, ma foi, les autres, la peur du regard des autres, la peur de me retrouver seul, le jour du mariage, il y a donc le fonctionnaire, ce qui était le maire à l'époque, qui nous demande de... Oui, hein, dites oui, et c'est tout mon corps vibre de non, et je me souviens que je vois les gens dans la salle, et c'est un oui qui sort, parce que je me vois pas dire non devant tous ces gens-là. Ouais. Et là, tu te dis, je vais en chier. Et tu vas maintenant assumer, parce que tu as promis de le faire. Voilà, et j'en ai chié. Et tu parles de cette sensation corporelle, parce que c'est quelque chose qui revient aussi énormément dans tous les témoignages que je peux entendre, et puis moi c'est quelque chose que j'ai moi-même vécu, la dépendance affective, et à quel point notre corps nous signale qu'on n'est pas au bon endroit. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que justement tu as pu ressentir à cet endroit-là. Ah oui. Ouais. Ah oui, oui. Tout mon corps voulait crier non. Et je suis ému en te le disant, parce que je le ressens ici. Ouais, c'est encore... ah ouais, c'est il y a combien de temps? Punaise, ça fait il y a longtemps, il y a 35 ans. Et je le ressens encore comme si c'était... T'as la mémoire encore. Ah ouais, ça a été inscrit dans les cellules de mon corps. J'en vibre encore au moment de te le dire. Je voulais dire non. Et cette peur d'être seule, quand tu la ressens justement dans ton corps, ou quand tu la ressentais dans ton corps, je sais pas si tu arrives à te reconnecter à cette sensation-là, c'était un endroit particulier où tu le ressentais? Ça se manifestait comment corporellement pour toi? Je me suis jamais posé la question. Tu veux que je te donne un endroit d'où je... De comment ça se manifestait pour toi dans ton corps, justement? Tu parles de cette communication qu'avait ton corps sur ce que tu pouvais ressentir profondément dans tes émotions, que tu n'intellectualisais pas forcément à ce moment-là, mais qui s'exprimait par cette voie-là. Une sorte de pression thoracique. Vraiment dans la région du cœur, comme par hasard. Ouais, comme par hasard. Une sorte d'étouffement. Oui. Ouais, c'est la première fois que tu me pousses à... C'est une vraie thérapie que tu es en train de faire là. Pas du tout. Et je te dois combien à la fin de la séance je vais faire une petite collecte. C'est trop cher, c'est beaucoup trop cher. On va faire un Tipeee pour collecter des gens. Je ne vais pas pouvoir me payer la séance. Mais oui, physiquement, c'était toujours dans cette région-là. Et donc, ça me faisait littéralement étouffer. Oui. Je te pose cette question parce que justement, c'est quelque chose qui ressort énormément, cette sensation-là de pression thoracique, d'avoir une sorte de main de fer qui te broie le cœur, qui te l'oppresse, qui te le resserre. Et je voulais juste savoir si ça avait été ton ressenti également. Bah, donc, c'est quelque chose aussi que tu as pu ressentir. Et donc, cet optimisme, parce que c'était là-dessus que principalement j'avais envie que tu puisses te déployer. Cet optimisme, comment est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui t'a permis? Tu peux m'en dire plus sur quelle est la valeur pour toi de l'optimisme pour quelqu'un qui nous regarde peut-être aujourd'hui, qui vit ce que tu as pu vivre? Comment tu peux le reconnecter, l'inviter à le reconnecter à son optimisme? La confiance. Le mot, c'est la confiance, ou certains pourraient appeler ça la foi. Peu importe. La foi est une forme de confiance. La confiance que, même si je me retrouve seul, je m'en sortirai. C'est-à-dire me faire confiance en moi-même. Et ça, j'ai toujours eu
cette clarté d'esprit de ne pas être dépendant à ce point, d'en faire dépendre ma vie entre les mains de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que être amoureux, oui, mais dès qu'il est question de survie, je m'en remets à moi-même. Et l'optimisme, c'est savoir que j'ai les ressources en moi qui me permettront de rebondir quoi qu'il arrive. C'est je souffre, mais je vais m'en sortir. Et en fait, le mot « je vais m'en sortir », quoi qu'il arrive, c'est la pensée la plus optimiste, la plus puissante qui puisse arriver pour stimuler ton cerveau à trouver les solutions, à rencontrer les gens, à faire autre chose. Et c'est justement quand tu as l'impression qu'il n'y a plus de solution que tu rentres, Et d'ailleurs, cette relation m'a poussé à un burn-out. Et oui. Et c'est ce burn-out qui m'a fait quitter le pays. À l'époque, j'habitais aux Pays-Bas. Je suis resté quand même 9 ans avec cette femme. 9 ans à se disputer tous les 3 jours. Vraiment tous les 3 jours. C'était réglé comme une horloge. Et à un moment donné, c'est un vrai ras-le-bol. Et c'est ça aussi qui m'a permis d'en sortir. C'est de se dire, est-ce que je veux vivre comme ça longtemps? C'est être optimiste, c'est aussi de se poser les bonnes questions et être honnête envers soi-même. C'est se responsabiliser aussi. Oui, l'optimisme est une forme de responsabilisation. Je suis un homme de symboles. J'aime beaucoup les symboles. Ça paraît bête, mais... J'apprends des nouvelles choses, moi aussi. Ouais, je suis un homme de symboles. Par exemple, fêter un 5 ans, un 10 ans. Moi, j'aime bien les jalons dans une vie. Et j'aime bien m'arrêter en disant, ouais, ça fait 5 ans que, ça fait 10 ans, ça fait 25 ans. J'aime bien ce type de symbole-là. J'aime bien tous les types de symboles qui te rappellent les bonnes ou les mauvaises choses. Et aux Pays-Bas, comme partout ailleurs, on fête un 10 ans de mariage. Il y a aussi un 12 ans et demi de mariage. C'est purement germanique. Okay. Qui fête les 12 ans et demi de mariage, parce que 12 ans et demi, c'est la moitié de 25. C'est-à-dire que tu es à la moitié de parcours avant de faire 25. C'est germanique, je te pose pas de questions. Ils aiment bien les symboles aussi. Alors. Ils aiment bien, oui. 12 ans et demi, ça se fait non, c'est surtout à mon avis financier, ça fait, voilà, à mon avis, ils se font de la thune avec ça. Ça fait marcher les fleuristes. Et j'arrive à la 9e année, on fête la 9e année, et alors il y a aussi un autre sentiment, c'est que je me sens hypocrite face au monde. Et là, je commence à évoluer, parce que j'ai aussi vécu beaucoup pour le regard des autres. Oui. C'est ce qui m'a fait tenir si longtemps, c'est que je vivais pour le regard des autres. Oui. J'avais peur d'être rejeté, j'avais peur de ne pas être accepté. J'habitais donc aux Pays-Bas là-bas, et là-bas, les gens observent les voisins s'observent beaucoup là-bas. Ils n'ont rien d'autre à faire, hein, ils n'ont rien d'autre à faire là-bas, donc tout est lié. Donc, mais à un moment donné, c'est une peur qui est même devenue salvatrice. C'est la peur de l'idée de vivre toute ma vie comme ça, m'a créé une sorte de court-circuit neuronal bienfaisant. Une claque. La glosse comme ah ben non. Sacrée claque. C'est pas possible. Oui. Je veux plus. Je ne veux plus. Et en fait, le ras-le-bol est devenu plus fort que la dépendance affective. Oui. Et je me souviens clairement, il va falloir fêter 10 ans. Pas possible. Je veux pas fêter ça. Il n'y a rien à fêter. Et en fait, je m'étais auto-convaincu. Et il y avait effectivement rien à fêter. C'en est assez. On était même le couple modèle de la communauté. En apparence. Mais on était le couple Michel et c'était le couple modèle. On nous citait comme le couple à suivre. Ils étaient extraordinaires parce que on donnait l'impression d'être le couple le plus heureux de la communauté. C'est souvent dans les coulisses et c'est souvent compliqué pour la plupart des personnes aussi de pouvoir assumer ça parce qu'on a énormément honte, on a de la culpabilité énormément aussi. Ouais. Et le poids en effet du regard des autres et de ce que vont penser les autres. Et pas que. Il y a aussi, et c'est ça qui fait l'ambiguïté, la complexité de l'esprit humain. Je suis encore plus complexe que ça. C'est que venait se mêler aussi l'esprit de responsabilité. De l'autre. Je me sentais responsable de ce que l'autre se ressentait. Et j'étais, je le pensais vraiment, et je suis encore ému à t'en parler là maintenant. Je me dis, punaise, je vais briser la vie de ces gens. Oui. Et j'en étais arrivé à me mettre moi tellement de côté, les autres étaient devenus tellement importants, que c'est comme ça que j'ai tenu 9 ans d'enfer, parce que c'était un enfer. Je te dis pas tout, mais c'était un vrai enfer. Parce que je me voyais pas faire du mal aux autres, et l'image que les autres avaient d'un couple, et je me dis, punaise, là, et je me sentais responsable, tu vois. Et c'est là à quel point on se diminue, en fait, on s'écrase soi-même, et on se sort nous-mêmes de notre vie, pour laisser toute la place aux autres, et à quel point c'est important de pouvoir se recentrer, se redonner la première place. Et ça, donc, l'optimisme, par la prise de confiance que ça apporte, ça permet de se redonner cette place au centre même de sa vie. Absolument. Tu sais pas où tu vas, mais c'est toujours mieux que ce que tu vis. Et ça, c'est vraiment une pensée optimiste que je dis face à la caméra, mais tu sais pas où tu vas. Mais c'est toujours mieux que ce que tu as. Et c'est justement le problème de beaucoup d'hommes et de femmes qui ont du mal à quitter l'autre
Parce qu'elles ont peur de l'inconnu. Peur de se retrouver seule, peur de ne pas retrouver mieux. Et ça, c'est la plus grosse erreur intellectuelle qui puisse exister. Tu peux pas vivre pire que ce que tu vis maintenant. Et le jour où tu prends conscience de ça, tu te barres. Tu trouves la force pour partir. Et peu importe, je me suis barré du jour au lendemain. Personne n'a rien compris. Personne ne se doutait de rien, même au boulot. Personne ne savait que ça allait mal. Parce qu'au boulot, j'étais tout le temps souriant. Je me cachais. Pour moi, le masque de l'humour a été un masque que j'ai porté toute ma vie. Oui. Qui est aujourd'hui devenu une force. Mais qui à l'époque était mon armure. Et donc, quand j'ai dit que je divorçais, ou que je quittais ma femme, c'était, mais tout le monde est tombé des nues. Mais je n'avais plus rien à faire. Là, j'étais devenu égoïste, c'est la première fois de ma vie. Oui. Où je me suis dit, t'es égoïste? Eh ben, c'est bien. Et en plus de ça, c'est de l'égoïsme altruiste, parce qu'on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. Et c'est en prenant soin de soi qu'on va pouvoir redonner de l'amour par la suite. Absolument. Et ça m'a fait rentrer dans une dépression nerveuse où j'ai quitté la maison. J'ai logé pendant, je pense, 6 mois dans le grenier d'un ami. Je voulais pas le déranger, donc j'étais tout discret. Et pendant 6 mois, j'ai dormi dans un grenier et je bossais tous les jours. Et au boulot, ils savaient même pas que j'étais plus à la maison. Tu vois, voilà, c'est des trucs. Et puis la meilleure décision que j'ai pu prendre, c'est de terminer cette relation, de quitter ce pays, de venir en France. Et c'est depuis que je suis ici. En arrivant en France, suite à ça, je me suis fait une promesse. Okay. C'est, tu ne vivras plus pour les autres, mais avec les autres. Et les autres t'aimeront pour ce que tu es réellement, c'en est assez de faire semblant. Ça a été un grand... En fait, cette dépression nerveuse, ce burn-out, pour moi, a été un vrai déclic de vie. Je suis arrivé ici, dans le sud-ouest de la France, et je me suis fait des amis qui m'ont aimé pour ce que je voulais. Je disais non, parce que je disais non. Et parce que voilà, donc... Et ça a changé ma vie. Et j'ai tenu cette promesse. Et finalement, on se surprend à rencontrer des personnes qui nous aiment réellement pour qui l'on est. Oui. Parce qu'on a tellement peur que ça n'arrive pas, qu'on s'accroche à quelqu'un qui ne nous aime pas réellement pour qui l'on est. C'est ça. Et en fait, on se rend compte quand on le fait, quand on passe ce cap-là, qu'on traverse cette peur-là, que en fait, ça se passe merveilleusement bien. Je me suis fait le meilleur cadeau de ma vie. En fait, je me suis libéré de toutes ces chaînes qui m'enrobaient. Effectivement, être aimé inconditionnellement pour ce que tu es, avec tes zones d'ombre et tes zones de lumière, ça change tout, tu te sens libre, t'as plus besoin de mentir, t'as plus besoin de faire semblant, t'as plus besoin de faire semblant de te sentir mal ou bien, c'est une vraie libération. Et j'ai une petite question à te poser. Elles sont petites, elles sont grandes tes questions, j'aime pas tes petites questions. C'est justement cette relation qui a été un enfer pour toi, de 9 ans, aujourd'hui, avec ta vision d'aujourd'hui, avec ta vision, ta perception des choses aujourd'hui, tu dirais quel a été le cadeau de cette relation-là? Ça, c'est une question optimiste. C'est une question optimiste. Quel est le cadeau quelle est l'emmerde que tu as eu et quel est le cadeau de... Voilà, je le dis moi-même en conférence, hein, quelle est la pépite que tu pourras transformer du pépin que tu as eu. Tout à fait. Le boulet du tremplin. Oui, non, tout à fait. Je pense que je te l'ai dit dans la question précédente, c'est que je me suis fait le plus beau cadeau que je puisse me faire, c'est de penser à moi. Et que j'allais m'aimer moi. Et que le jour où j'ai compris qu'il fallait d'abord que je m'aime moi, pour que les autres puissent m'aimer pour ce que je suis, j'allais être en état de les aimer, mais de façon plus profonde, plus vraie, plus sincère, plus inconditionnelle. Donc, ce que moi j'en retiens, c'est que j'ai eu besoin de ça pour comprendre que je ne devais pas vivre pour les autres. Parce que cette dépendance affective, je l'exprimais au travail, partout. Ce qui faisait que je disais jamais non, je disais toujours oui, je voulais être aimé de tout le monde. Donc cette dépendance affective allait bien au-delà de la dépendance amoureuse. C'était dans toutes mes relations. On adorait Michel parce que Michel disait toujours oui. Puis le jour où Michel s'est retrouvé seul, hop, tu rends compte qu'il n'y a plus personne. Tu vois ? Ou en tout cas, tu laisses de la place pour ceux qui ont réellement envie d'être avec toi, pour qui tu es. Donc le cadeau que ça m'a fait, c'est de me sentir libre et responsable de ma vie. Et d'assumer ce que je suis, ce que je fais. Et cette liberté n'a pas de prix. Tout à fait. Je pense que c'est la plus grande liberté qu'on puisse atteindre. Oui. Bravo à toi d'avoir eu ce parcours-là et merci beaucoup pour ton partage. Merci docteur. C'est pas docteur, c'est pas la même chose. Je sais, t'es pas psychiatre. Non, je suis psychologue. Oui, ça m'amuse. Voilà, tu as d'autres questions de ce genre Écoute, pour le moment, je crois qu'on a quand même bien... Sauf si t'as envie de partager d'autres choses encore, quelque chose que... La seule chose que j'aurais envie de partager, si vous regardez cette vidéo et que vous vous reconnaissez dans ce que j'ai raconté et dans cette dépendance affective, je l'ai dit tout à l'heure mais je le répète, pensez qu'il est mieux de rester avec une personne qui les fait souffrir et mieux que de la quitter, vous faites une erreur intellectuelle monumentale.
Aujourd'hui, on vit dans une société qui accueille des gens qui ont besoin de cette aide, qui accueille des femmes et des hommes en souffrance. Il n'y a aucune raison pour laquelle vous êtes objectivement, vous allez vous retrouver seul. Il y a toujours des amis, il y a toujours des organismes, des associations, des gens. Il y a toujours quelque chose, ou pas même vous-même. Prenez votre vie en main, assumez que vous pouvez vivre seul. C'est le plus beau cadeau que vous pourrez vous faire, et surtout si vous avez en plus des enfants, c'est un cadeau que vous ferez et pour vos enfants et pour vous. C'est vraiment, pour moi, c'est un message qui me tient à cœur par rapport à toutes ces femmes et ces hommes qui se sentent en prison à cause de cette dépendance affective. La spécificité d'une prison, c'est qu'il y a des barreaux, c'est qu'il y a une porte, et que la clé de cette porte, c'est nous qui l'avons, pas le geôlier. Et la clé est en notre pouvoir. Ouvrez cette porte de prison, sortez et jetez la clé dans un lac profondément et n'y retournez plus jamais. Et la première étape, c'est vrai que pour ça, c'est déjà accepter qu'on est 100% responsable de sa vie. Oui. Pas de ce qu'on vit, mais de ce qu'on en fait. Oui. Et ça, c'est le premier pas vers cette libération dont tu parles. Absolument. Personne ne le fera pour vous. Personne ne le fera mieux que vous. Personne ne vous aimera autant que vous pouvez vous aimer. C'est une obligation morale, je pense. Merci Michel. Merci à toi. Du coup, je vais chialer pendant un quart d'heure. Ah non. Merci. Ça a été ému. Ouais, très, ouais. Ouais, parce que j'en ai jamais parlé comme ça. Merci beaucoup pour ce témoignage. Bon, donc, ouais, j'étais très, très vulnérable là. Je me suis rarement senti aussi vulnérable qu'avec toi. C'est vrai. Ouais. Non, parce que ce sont des sujets... À nouveau, j'en parle, ça me pose pas de problème, mais là, c'est savoir que ça va être sur le net. C'est pas obligé. C'est pas obligé du tout. Mais ça me va. Si, ça me va. Ça me va parce que si ça peut aider les autres, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Et puis, ça correspond à ce que je dis, c'est que j'ai pas de tabou, et tu m'as donné l'opportunité de parler d'un truc que jamais personne ne m'a demandé. Donc, ouais, puis ça m'a fait du bien d'en parler aussi. Et puis, ça me permettra aux gens de me voir différemment.